les flambeaux s'accusaient de la couleur noire étant de la nuit. Nos mains solubles n'osèrent de rapines broiseuses la paille flambée de nos yeux. Mère, mon silence à travers vous patiemment renaît. À travers vous, Aurée, à travers vous, la boue et la conjonction du gel et du dégel. Autrefois, ah, mémoire rocailleuse, insurge-toi en taillis, chaque buisson de mémoire cache un tireur. Sur nos têtes, le battement du moulin, dans nos nuits tous, les boucans, l'homme a beau faire, le cri prend racine. Ma première expérience, disons, de l'œuvre littéraire, c'est dans mon enfance l'écoute des conteurs en langue créole. Et c'est une expérience qui m'a marqué profondément, car les contes antillais sont des œuvres remarquables par leur structure, leur vocabulaire et les mythes qu'ils véhiculent, a fait que j'ai toujours considéré le paysage comme un élément fondamental de la production littéraire. Je me souviens encore du proie de cette nuit tropicale et de ce paysage alentour, noyé dans les ombres, qui pesait sur nos épaules, à nous, petits-enfants, qui écoutions terrifiés ou amusés cette parole du conteur. Et quand j'ai commencé à écrire, il m'a toujours semblé que le paysage antillais avait quelque chose de déterminant. On peut faire une sorte de division entre les mornes et les fonds. Les mornes, ce sont des collines, des sortes de petites montagnes. Et les fonds, c'est les plaines. Et là, le paysage rejoint l'histoire. On peut dire que les fonds, les plaines, ce qui était réservé aux cultures, déterminent, égalisent la part de l'antillais, de l'être antillais qui a assumé une certaine forme de travail et qui a accepté une certaine condition d'être. Et on peut dire que les mornes, les hauteurs, où la forêt est souveraine, on peut dire que là, c'est réfugié la part de l'être antillais qui a marronné, c'est-à-dire qui a refusé, à l'époque servile, qui a refusé la condition d'esclave et qui s'est réfugié dans la vigilance et dans l'exubérance et aussi la fraternité de la forêt. Dans les bois de Balata, où l'air est bleuté, plusieurs fois, je me suis vu confondu avec les fougères, dans la solitude sans fond, mais jamais irrémédiable, dont la pluie couvre toute songerie. Planter un arbre dans ce nouveau pays qu'on doit conquérir au sens noble du terme, n'est-ce pas? Non pas au sens de la force physique, mais au sens de la complicité avec la terre. Cela sous-entend des actes qui sont fondamentaux. Planter un arbre n'est plus, dans ce contexte-là, un acte ordinaire, un acte commun. Cela devient presque un acte sacré. La galerie du Dragon est certainement l'une des plus importantes. C'est là qu'ont commencé à exposer à Paris Mata, Sabi, Rossovski, Cardenas. Mata premier. Il a une pochette dessinée par Agustín Cardenas. Mais non, c'est mon adresse. Comment? Tu te souviens que quand je suis parti pour la Martinique en 65, tu m'as donné une toile et que tu as appelé
Et ça revient à ce que tu c'est dis. cette période. La montagne pelée Non, ne c'est pas fume vrai. plus, elle fleurit. Non. Oui, en 1965. Et c'est écrit au dos de la toile de ta main, la montagne pelée ne fume plus, elle fleurit. Ce qui me semble intéressant dans la poétique des pays comme les pays antillais et caribéens, c'est l'existence de ce que j'appelle une saison unique. Et cela détermine non pas des rythmes mesurés, mais une sorte de plein chant. Une sorte de plein chant de la poétique à l'intérieur duquel toutes les démesures peuvent s'exercer. Il y a donc la violence du contenu poétique qui me semble plus proche de la jungle, de la forêt, de la brousse, de toutes les ouvertures de paysages et de tous les bouleversements des paysages, du tremblement de terre, du cyclone, du volcan. Savoir ce qui dans vos yeux berce, une baie de ciel, un oiseau, la mer, une caresse dévolue, le soleil ici revenu. Beauté de l'espace ou otage de l'avenir tentaculaire, toute parole s'y confond avec le silence des eaux. Beauté des temps pour un mirage, le temps qui demeure est d'attente, le temps qui vole est un cyclone où c'est la route éparpillée. Les Noirs américains, les Antillais, les Noirs du Brésil sont venus d'Afrique tout à fait nus. C'est ce que j'appelle les immigrants nus. Parce qu'ils ne sont pas venus avec leur Dieu, avec leur langage, avec leurs coutumes. Ils ne sont venus qu'avec la mémoire de tout cela. Et cela a donné une opération très intéressante. Parce que cette mémoire de l'Afrique que l'on a essayé d'arracher, on a essayé d'inculquer à ces peuples l'idée que tout ce qui était africain, nègre, était infériorisé et même démoniaque. Et cette tentative n'a pas réussi. Parce que le souvenir, la trace, a été plus forte que les tentatives d'aliénation. Je dis toujours que les peuples les plus menacés sont toujours les plus exemplaires. Parce leur destin ou leur situation rend compte avec acuité de ce que risque de devenir l'humanité. Et il me semble que c'est là aussi une des données de la poétique de la Caraïbe. Poème à l'Afrique. Oh oh, voici, ô dénoué, tu éclabousses. À la fin, je connais l'enfant là qui en toi gémit. J'ai reconnu l'homme qui va te pourvoyant en mer. À ses côtés drapés de mer avance l'Africaine. Qui ose la nommer, elle répond. Il voit sa reine. Oh oh, servante, ainsi longtemps tu fus d'exil, et désirs magnifiques, mes désirs, absence et vœux, comme d'un rêve où fut la reine, hormis la royauté. Or, l'homme endormi pleure, à ses pieds le soleil du soir tisse la mort, et l'arbre nu sans fruit ni reposoir. Et tu veillais, ô lointaine, non belle, mais ta beauté poussait sous l'écorce pire qu'un cri. Saurais-tu dire cette ville, son entour d'orage, et marcher dans les rocs au large d'une humide, et la porte qu'on ferme lentement,
et les vieillards au mur cloués par les soldats ivres, et l'homme sur la tour impassible qui détourne de son âme le long cri des enfants précipités dans cette mer. J'ai vu la mer froide qui roule, attend, s'apaise, elle prend dans sa chair le vieux dictame, la chair jeune, comme offrande, chose due ou sacrifice de l'OTAN, plus calme en son immense recevoir et plus égal que le ciel de novembre où se courtisent les vautours. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que les écrivains de nos pays sont naturellement militants, qui n'ont pas besoin d'affirmer une position de militantisme. Pourquoi? Parce que ils ne peuvent émerger qu'avec l'émergence de leur communauté. C'est intimement lié. Par conséquent, nous n'avons absolument pas besoin de produire des œuvres militantes. Nos œuvres le sont naturellement. Et bien sûr, après la Deuxième Guerre mondiale, les destins individuels ont suivi ce mouvement. Nous avons tous été engagés dans des luttes de décolonisation. Nous avons tous été touchés par les épisodes de la décolonisation en Afrique, par la guerre d'Algérie, par les guerres coloniales que les puissances européennes ont menées, et nous avons tous plus ou moins fait partie de cette histoire-là. Mais je ne pense pas que cette histoire-là explique ce que j'essaie d'écrire. Ce qui explique ce que j'essaie d'écrire, c'est l'apparition d'une nouvelle poétique liée à la prise en charge de l'histoire, comme K.O. a démêlé, liée à l'existence d'un paysage qu'il faut assumer et qu'il faut éclaircir pour soi-même d'abord, pour les autres ensuite, et liée à un problème très important qui est le problème du langage dans lequel on s'exprime. Tu es l'autre raison qui chemine au-dedans, où les bouts sont rouges de nos cris et la graisse sur les cheveux sille. Tu es le goût caché que nous donnons à nos mots dans la nuit, quand la paille bouge, le bambou craque. Tu es renoncement à tout le vent, ô renoncé. Nous te repoussons dans l'étroit de nos tempes. Tu es océan où, brassés de fer, nous posons l'algue fragile de nos souffles. En ce qui passe, ému, semi et las, nous te vouons nos yeux. Le cuivre battu monte à ton front, tes chevilles vantent. Tu es la femme qui navigue, un enfant mort au sein. Tu es ce peuple, il le faut, qui gravit, et son souffle s'alourdit aux ravines où ne croit que notre trace. Tu es orgueil qui cède au cœur, quand sur la place ne roule plus que le sable où se récrit ta race. Avec Édouard, il n'y a jamais de dernier bouquin. C'est vraiment un processus récurrent. On peut repérer de temps en temps un fragment de paysage qu'on retrouve. Et je crois que ce serait intéressant justement de faire une cartographie presque au sens strict du mot, de repérer le rôle des cours d'eau, des arbres, oui, des montagnes. Et cette façon qu'il a, sans jamais parler politique, il y a tellement, dans un gâteau à 1000 feuilles, la première feuille de base serait comment il règle son compte au colonialisme, à ce qui est toujours présent chez lui, n'est-ce pas, au départ, la question de l'esclavage, n'est-ce pas, d'arriver à maîtriser le maître par le langage.
les mouvements révolutionnaires, ils peuvent agir par le terrorisme, ils peuvent agir par la propagande, par le discours, par l'action de masse. Et lui, c'est comme s'il agissait par la poésie. Par la magie. Par la magie. Aujourd'hui, par exemple, on parle en Amérique latine et dans la Caraïbe d'un réalisme merveilleux du roman latino-américain et caraïbe. Cela veut dire que les écrivains se démarquent un peu du réalisme tel qu'il a été exercé avec un profit si considérable en Occident au XIXe siècle ou au début du XXe siècle. Ô terre, si c'est terre, ô tout un jour où nous sommes venus, ô plongé dans l'éclat d'eau et la parole labourée, vois que tes mots m'ont déhalé de ce long songe où tant de bleu à tant d'ocre s'est mis, et vois que je descends de cette nuit. Nous pensons qu'il y a dans notre réel et sous notre réel des forces à l'œuvre qui ne sont pas évidentes et qu'il faut débusquer, qu'il faut fouiller. Il faut fouiller dans ce terreau pour les débusquer. Et par conséquent, le réalisme à plat, le français standardisé, l'anglais de tout le monde, le créole banal, ne saurait suffire pour cette complexité-là. Il y a forcément une part d'obscurité dans cette littérature, mais c'est une obscurité, c'est l'obscurité même de la naissance. C'est l'obscurité de la chose qui pousse et qui éclate, mais qui ne va pas de soi. C'est une conquête de tous les instants sur des situations qu'on nous a faites antérieurement et que nous devons dépasser par nous-mêmes. Si je fais ça avec ça, si je fais comme ça avec beaucoup de l'eau, n'est-ce pas, il y a un niveau. Il y a un niveau, n'est-ce pas? Puis, je le mets ici, il fait beaucoup de ça comme ça, puis ça devient un niveau à nouveau. Et quand on le met ici, n'est-ce pas, à nouveau, il arrive au niveau. Tu vois? Et pas tout, tu la mets. Il faut faire attention parce que tu mets la même chose en question chaque fois. Mais non, oui. là c'est différent. Non. Il a une histoire à raconter et de temps en temps il se rappelle, il recommence de nouveau. Maintenant, ce que je fais, ça me paraît très clair. Ça ne me paraît pas du tout obscur. Et je crois que de plus en plus, en tout cas dans les jeunes générations de Martiniquais, cette clarté profonde, qui n'est pas la clarté facile de l'élucidation à fleur de peau, qui est la clarté profonde des racines, commence à se faire jour. Et toute chose épanouie vers son île quotidienne, ouverte et lente et secrètement close et muette autant qu'une splendeur. Aujourd'hui, il nous faut défendre le créole, mais pas d'un point de vue monolingue. Je n'accepterai pas de défendre le créole en disant « c'est la langue et la seule langue que je dois parler », parce que je recommencerai ainsi à la même opération que le colonisateur a faite sur moi, quand il m'a dit « c'est le français que tu dois parler et c'est cette langue-là seulement ». Il me semble qu'aujourd'hui, dans le bassin caraïbe, nous sommes en présence d'une civilisation multilingue, diversifiée, métissée, et dans laquelle l'utilisation des langues créoles, françaises, espagnoles, anglaises ou hollandaises, ou du papiamento, qui est le créole des territoires hollandais, doit être conjointe et être mise sur le même pied. Par conséquent, je ne serai pas créolophone de manière sectaire et monolingue. Je serai créolophone dans un contexte de contagion des langues. Je pense qu'un écrivain aujourd'hui écrit dans la langue qu'il utilise avec le désir et la nostalgie passionnée
de toutes les autres langues possibles, ce qui n'était pas une situation de l'écrivain au XIXe siècle. Au XIXe siècle, en Occident, l'écrivain était enfermé dans sa langue de manière totale, métaphysiquement profonde, et il n'avait pas besoin des autres langues. Mais aujourd'hui, nous avons la tentation de toutes les autres langues. Quand nous écrivons dans notre langue, nous avons cette nostalgie de toutes les langues possibles. Eh bien, c'est une nouvelle condition de l'art d'écrire, et je pense que les Antilles, qui sont des pays multilingues, sont un exemple, une illustration de cette situation. Et quand j'écris en français, j'écris en français d'abord avec une économie de ma langue maternelle, parce que je vous ai dit que l'une de mes premières expériences de l'œuvre littéraire, c'est l'écoute des contes créoles. Et il est tout à fait certain que l'économie de la langue créole, ce dont nous avons parlé, les redondances, les répétitions, les rythmes, les retours, les allégories, les enveloppements, tout ça intervient dans ma pratique de la langue française. Et je pense que, bon, d'abord que c'est une chance pour la langue française, qu'elle puisse s'exercer ainsi, de manière différente, en dehors de son atavisme particulier. Ensuite que, en faisant cela, peut-être qu'on prépare, que je suis parmi ceux qui, assez nombreux, qui préparent une nouvelle mentalité, où la langue n'est plus considérée comme le refuge arbitraire et totalitaire de l'être, mais comme le début d'une ouverture vers l'autre et vers les langues des autres. Et j'espère que c'est ce qui va se passer dans la Caraïbe. C'est pourquoi je ne pense pas qu'il y ait contradiction entre le fait que j'appartiens à une civilisation de créolité et que je m'exprime dans une des langues qui participent de cette civilisation.